L'investisseur doit notamment s'engager bien sûr à louer le bien sur une certaine durée, on va le voir, à certaines conditions de loyer et certaines conditions de ressources locataires. On va en discuter. Est-ce que Christophe, tu peux baisser le slide? Désolé, du coup, j'ai pas la main sur le. Voilà. Alors, le mode de détention, ça c'est intéressant. Donc, bien sûr, on peut acheter un programme en Pinel en investissement direct. On peut passer par l'intermédiaire d'une SCI hein, pour ceux qui auraient des besoins patrimoniaux et de mettre les enfants dans le dispositif. Il n'y a pas de souci au niveau des sociétés civiles. Et on peut également, il faut le savoir, investir par le biais de SCPI, Société civile de placement immobilier. On peut également acheter en indivision. Si on veut investir avec un ami ou qu'on n'est pas forcément marié, on peut acheter en indivision. Par contre, on peut pas démembrer, attention, le bien, on peut pas créer d'usufruit de nue-propriété sur le bien, sauf si bien sûr le démembrement résulte du décès. Ce qui est normal puisque ça c'est un imprévu, c'est un aléa et on ne va pas remettre en question en cas de décès de monsieur le démembrement qui naturellement va s'opérer pendant la succession. Comment ça fonctionne? Alors, on a des conditions, bien sûr, liées à l'investissement. Donc, on l'a dit, c'est un logement neuf. Il est obligatoirement situé dans un bâtiment collectif. Attention, depuis quelques années, tout ce qui est résidence, comment dire, maison individuelle, pardon, tout ce qui est maison individuelle ne rentre plus dans ce cas. Donc, c'est vraiment des immeubles collectifs, des appartements. Il faut que ce soit dans une zone éligible, que ça respecte bien sûr certaines normes écologiques et attention, la signature de l'acte authentique devra intervenir avant le 31 décembre. Je parle bien de la signature de l'acte authentique. Alors, il faut savoir qu'en général, lors de la loi de finances, justement, on laisse toujours un petit laps de temps. En général, on laisse jusqu'en mars, laissant ainsi les contrats de réservation signés en fin d'année se signer tranquillement sous la forme authentique en général, on laisse jusqu'au 31 mars de l'année d'après. Donc, il y a fort à parier on aurait jusqu'au 31 mars 2025 pour pouvoir tranquillement signer nos actes authentiques. Attention cependant, on a eu une mauvaise surprise en 2022-2023 parce que l'amendement avait été fait justement pour reporter l'ancien dispositif Pinel jusqu'au 31 mars. Mais rappelez-vous, la loi de finances a été votée par un 49.3 et l'effet du 49.3 a tout simplement annulé l'amendement parlementaire de pouvoir décaler justement dans le temps cette signature d'acte authentique. Mm. Donc, soyez vigilants, on va parler d'affaires à faire avant la fin de l'année. Tant que la loi de finances n'est pas validée, partez du principe qu'il est impératif que l'acte authentique soit signé avant le 31 décembre 2024. Alors, c'est largement réalisable parce que, fort heureusement, dans le neuf, tout est prévu déjà à l'avance. La seule variable, c'est le crédit de votre client. Donc, si votre client a déjà un financement à l'appui ou mieux, il a un paiement comptant, on peut signer très, très, très rapidement des ventes. Hein. Donc, ça, il faut le Alors, savoir. je, Tout est déjà prêt chez le notaire qui gère la copropriété en vente en état futur d'achèvement. je fais une aparté là-dessus, Ensuite, Brice. aujourd'hui, Ah, oui, pardon. bien sûr. Je fais une aparté là-dessus sur un aspect commercial, hein, parce qu'avec Brice, on a l'habitude de travailler aussi ensemble. Faut savoir aujourd'hui une chose sur l'immobilier neuf et notamment cette fin d'année où voilà, on est aujourd'hui le 19 septembre. Globalement, les banques laissent les vannes ouvertes jusqu'à fin 15 novembre, fin novembre. Donc, c'est totalement réalisable. Pour vous donner juste une idée, j'ai fait une réservation le 23 août. Le 27 août, j'avais un accord. Ça va très, très, très vite. À partir du moment où le dossier est clair, effectivement, comme disait Brice, les normes sont claires, les banquiers ont l'habitude, ça va très, très vite et parce que, justement, aujourd'hui, il y a un vrai intérêt. Donc, c'est réalisable. C'est réalisable. Après, on vous donnera effectivement les tips et intérêts et pourquoi les gens continuent à acheter de l'immobilier neuf et notamment de l'invest. Bien entendu, et surtout, mettez bien de côté vos objections. On se fera un plaisir d'y répondre après, parce que avant de pouvoir
vendre un produit, il faut bien sûr y croire. Il faut croire en la possibilité d'intéresser son client avec le produit en question. Donc, n'hésitez pas, voilà, à nous poser vos questions sur les objections et peut-être les réticences que vous avez sur ce marché. Rappelons également quelque chose de fondamental, c'est que la commission qui est versée par le promoteur vous est versée à l'acte authentique. Bien entendu, vous n'attendrez pas la livraison qui pourrait intervenir dans 2 ans pour être rémunéré. Vous serez payé à l'acte authentique. Donc, si il intervient avant la fin de l'année, eh bien, vous aurez un chiffre d'affaires à déclarer avant le 31 décembre. Aujourd'hui, donc, nous avons deux régimes Pinel qui cohabitent, le Pinel classique et le Pinel Plus. Je vais vous expliquer assez rapidement la différence entre les deux, mais je vous rassure, quand vous visitez le site DCI et que vous voyez l'ensemble des programmes, vous saurez, sans faire de recherche supplémentaire, quel type de Pinel vous avez à faire. Donc, je vais vous l'expliquer pour, bien entendu, que vous en ayez la compréhension, mais voilà, quand vous allez faire vos recherches pour vos clients, la différence entre les deux sera très clairement notée. Donc, le Pinel Plus, lui, c'est un immeuble collectif qui est situé dans des quartiers prioritaires de la ville. Et sinon, s'il ne fait pas partie de quartiers prioritaires de la ville, il peut également être éligible au Pinel Plus s'il a des normes environnementales exceptionnelles, hein, donc certaines normes de confort et certaines normes environnementales également. On va les détailler rapidement. Alors, voilà, que l'ordinateur se chauffe. Voilà. Alors donc, encore une fois, hein, si l'appartement n'est pas dans une zone prioritaire de la ville, il devra avoir certaines normes de confort, notamment une surface minimum et des extérieurs minimum. Donc là, vous avez un tableau qui vous le synthétise. Donc, vous voyez, par exemple, un type 2 devra faire minimum 45 mètres carrés et avoir un balcon minimum de 3 mètres carrés. Donc, vous vous doutez bien que les promoteurs ont fait en sorte dans leur plan de rentrer dans ces critères quand ils ne sont pas dans un quartier prioritaire de la ville pour pouvoir justement faire bénéficier du Pinel Plus. Donc, on a cette norme de confort et on a également des normes environnementales qui sont, bon, c'est très simple, hein, c'est la réglementation énergétique 2020 ou alors si le permis de construire a été déposé avant 2022, eh bien, il faut qu'il y ait les critères environnementaux, le fameux environnement plus, écologie plus, pardon, carbone moins. Voilà. Donc, encore une fois, je vous le mets pour vous l'expliquer, mais tous ces éléments-là sont déjà clarifiés quand vous faites votre recherche de biens. Hein, donc, pas besoin de les retenir par cœur. Maintenant, les conditions inhérentes à la location. Alors, le logement doit être loué nu, hein, bien entendu, différence avec le meublé que l'on va voir juste après. Ça doit être l'habitation principale du locataire, hein, bien sûr, et la location devra intervenir dans les 12 mois qui suivent la livraison. Et ce délai de 12 mois ne devra jamais être dépassé entre chaque locataire. Bon, en pratique, quand vous avez un bien qui est bien situé dans une zone attractive, vous restez jamais plus de 1 mois ou 2 mois maximum sans nouveau locataire. Et puis, l'engagement de location, on va le voir, ça a une incidence notamment sur la réduction d'impôts. Eh bien, le contribuable va s'engager à louer le bien soit 6 ans et il va pouvoir renouveler son engagement par 2 périodes de 3 ans, soit il va s'engager initialement sur 9 ans et il pourra renouveler une seule fois sur 3 ans. Donc, le tout, c'est d'arriver à 12 ans. Bon. Bien entendu, à la fin de chaque période, on va se poser la question avec le client, est-ce qu'on conserve? Est-ce qu'on vend? Bien entendu, l'idée, je pense, quand on part sur ce genre d'investissement, c'est se créer un capital pour la retraite. Donc, moi, mon conseil, à moins de tomber sur une opportunité intéressante d'achat-revente, c'est bien sûr de conserver le bien parce que le but pour un client d'investir en Pinel, eh bien, c'est d'acheter un produit dans lequel il n'aura pas de tracasserie de travaux à faire dedans et augmenter, on va dire, son revenu futur pour la retraite, tout en profitant c'est l'intérêt d'une réduction d'impôts pendant les quelques années, les 12 premières années en tout cas, de son investissement. Voilà. Donc, vous avez des plafonds de loyer qui sont mentionnés donc selon les zones. Pareil, les zones, bien sûr, sont très clairement définies quand vous faites vos recherches de produits. Et puis, juste pour que vous le sachiez, ce prix au mètre carré subit un calcul
un peu rude, mais quand on le comprend, il est facile d'accès. Mais en gros, que vous le compreniez, il y a une espèce de coefficient multiplicateur qu'il faut calculer en fonction des mètres carrés de l'appartement et qui vont venir pondérer justement ce prix au mètre carré. Voilà, en fait, l'idée, c'est que plus le logement est petit, plus la surface au mètre carré, plus le prix de la surface carrée va grandir. Et inversement, plus le logement est grand et plus le prix au mètre carré du plafond loyer va diminuer. Alors, on peut descendre un petit peu. Alors, on a les ressources locataires, hein. Alors, souvent, on entend toujours, oui, mais on va mettre des locataires à certaines ressources. Les ressources, attention, on ne pourra pas sélectionner vraiment le locataire que l'on veut. Bon, ben, regardez le tableau. Moi, je vois que les ressources sont quand même assez élevées, vous laissant quand même le loisir d'avoir vraiment le choix du locataire, hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de prendre quelqu'un, je vous rassure, pour les agréments notamment d'assurance loyer impayé. Voilà, vous avez quand même la possibilité de prendre un locataire avec de bons revenus pour louer le bien. Le revenu à prendre, c'est le revenu fiscal de référence de l'année N-2. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous avez quelqu'un aujourd'hui qui gagne très très bien sa vie, mais qui il y a 2 ans avait des revenus qui sont inférieurs à ce plafond, eh bien, vous pouvez sans problème le mettre en place dans votre logement. Le tout, c'est que au moment de la signature du bail, la composition du foyer soit respectée. Et ensuite, vous prenez le revenu fiscal de référence de l'année N-2. Ensuite, en termes d'investissement, eh bien, vous avez un double plafond, on va dire. La réduction d'impôt donc est limitée à 2 investissements par an. Donc, vous pouvez acheter jusqu'à 2 appartements par an. Et l'avantage fiscal, lui, il est plafonné à 300 000 euros par foyer fiscal et à 5 500 euros par mètre carré. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas acheter plus cher. Si vous achetez par exemple un appartement qui vaut 400 000, eh bien la réduction d'impôt, elle, sera calculée jusqu'à 300 000. Et les 100 000, ben, ça sera simplement le plaisir de votre investissement. Mais en général, quand on fait un Pinel, on essaie toujours de trouver des biens aux alentours de 250-280. C'est à peu près la fourchette moyenne, ce qui permet d'être juste en dessous de ce plafond de 300 000 et de profiter de l'avantage fiscal en intégralité. Et donc ici, vous avez eh bien, le fameux avantage fiscal, hein, donc le pourcentage. On vous a laissé au milieu la réduction que vous aviez l'année dernière en 2023. C'est juste pour vous montrer l'évolution donc depuis ces 10 dernières années. Le Pinel était sur un engagement de 6 ans à 12% de réduction d'impôt. En 2023, on est passé à 10,5 et aujourd'hui, en 2024, on est à 9%. Donc là, on est dans le cadre d'un Pinel classique. Si maintenant vous êtes sur un Pinel plus, eh bien vous restez aux anciens taux, c'est-à-dire 12, 18, 21. C'est l'idée, hein, c'est d'aller chercher plutôt ce type de produit. Qu'est-ce que ça donne en termes de chiffres? C'est très simple. En fait, c'est 2% par an pendant 9 ans et 1% pendant les 3 dernières années. Donc 2% du prix de revient, hein, donc prix d'achat, frais notaires inclus. Vous calculez 2% du prix, ça vous donne votre réduction d'impôt annuelle. Ou alors, c'est pareil, vous prenez 12% du prix de revient et vous le divisez par 6, par exemple pour un engagement de 6 ans, vous retomberez mathématiquement sur le même résultat. Ça, c'est pour calculer, pour vous donner une idée de la réduction d'impôt que vous aurez annuellement. Pour ceux qui connaissent, attention aussi, ben, la réduction d'impôt rentre dans le plafonnement des niches fiscales, c'est-à-dire 10 000 euros par an. Donc, faites Est-ce qu'on peut attention, augmenter par un petit exemple, peu les ménages jardiniers. la visibilité, Pardon? s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut augmenter légèrement un petit peu la visibilité parce qu'on voit pas bien les chiffres? Ah, est-ce qu'on peut zoomer sur la page, la mettre un peu plus grande? Parfait. Merci beaucoup. Alors, le slide, je suppose que de toute façon, enfin, je suppose, c'est même sûr, on va vous l'envoyer après, hein, donc c'est pour ça que je vais assez rapidement parce que je voudrais vous le présenter et derrière avoir vraiment le temps de répondre à vos questions plutôt pratiques parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. Le slide, vous l'aurez de toute façon pour pouvoir vous y repencher et revoir tous les éléments qui ont été mentionnés. Et donc, on descend, on va terminer donc sur le bon à savoir. Alors,
L'investissement en Pinel, il permet de bénéficier de frais notaires réduits. Bon, il faut le savoir aussi. Quand vous achetez dans le neuf, hein, vous avez les frais notaires réduits. Dans l'ancien, les frais notaires sont de l'ordre de 7-8%. Dans le neuf, c'est 2,5-3%. Donc, vous voyez déjà, c'est intéressant, notamment en termes d'apport personnel. Un client qui a un peu moins d'apport personnel que ce qu'il lui faudrait, par exemple, pour l'ancien, eh bien, la banque, qui a l'habitude de bosser avec les éléments en neuf, va être moins gourmande en termes de demande d'apport parce que justement les frais notaires sont inférieurs. Euh, Quelque chose d'intéressant aussi, c'est que le Pinel autorise de louer son logement à un ascendant ou un descendant. Donc, admettons que quelqu'un souhaite investir et éventuellement mettre son enfant qui fait ses études dans une autre ville ou ses parents qui veulent peut-être se rapprocher du bord de mer, par exemple, eh bien, c'est tout à fait possible de mettre sa propre famille en tant que locataire de son propre investissement. Et bien entendu, les revenus qui sont issus de la location doivent être déclarés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Voilà. Et puis, attention, je vous le mets, si vous ne respectez pas vos engagements, c'est-à-dire de location pour les 6 premières années, les plafonds de loyer, etc., là, vous avez un peu la punition que le Trésor public peut vous donner. Hein, ce sont des intérêts de retard, des majorations, c'est le remboursement de l'avantage fiscal, etc. Donc, bien entendu, dites toujours à vos clients, si vous partez sur un investissement, prenez bien en compte les plafonds de loyer, les plafonds de ressources et votre engagement de location. Hein, il ne s'agit pas de le vendre avant que l'engagement soit terminé. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation, en tout cas sur le Pinel. Si vous avez des questions, j'y réponds. Je vais laisser Rudy plutôt parler de la partie commerciale technique, sur la partie vente de ce type de produit. Et moi, je vais être vigilant de ce que vous me demandez sur le chat. Merci Brice. Alors, pour compléter sur ce que Brice vient de nous présenter, le Pinel, c'est très, très, très simple. Pinel Plus, on a compris qu'on avait droit sur 6 ans à 12% de réduction d'impôt, sur 9 ans, 18%, et 21% sur 12 ans. Donc ça, c'est le Pinel Plus qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des promoteurs à ce jour qui donnent encore la possibilité de pouvoir bénéficier de cet avantage-là. Pour faire très simple, en matière de montant d'investissement, 150 000 euros, ça fait 3 000 euros de réduction d'impôt, d'accord? Puisqu'on calcule toujours sur le principe de part de 6 ans à 9 ans, c'est toujours 2% par an. 200 000, c'est 4 000 euros de réduction d'impôt. 250 000, c'est 5 000 euros de réduction d'impôt. Et 300 000, donc le plafond de l'investissement, c'est 6 000 euros de réduction d'impôt. Je fais une aparté là-dessus parce que certaines personnes, même aujourd'hui qui vendent beaucoup de neufs, se disent ouais, le Pinel, c'est pas bon, ça marche pas, voilà, je passe le mot, mais globalement que ça va pas. Moi, je vous dirais bien sûr, même si nous sommes convaincus avec Brice, puisque effectivement nous pratiquons et nous savons et nous rencontrons des personnes qui aujourd'hui continuent d'investir. C'est que quoi qu'il en soit, aujourd'hui en France, on est le seul pays au monde à pouvoir acheter de l'immobilier avec son impôt. Ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs. Donc, vous voyez, les gens, quand ils comprennent qu'ils peuvent avoir, en fonction de leur montant d'impôt, ils peuvent bénéficier, s'ils ont la capacité à faire, après avoir acheté leur résidence principale, de pouvoir investir et d'acheter un bien pour préparer les revenus complémentaires ou payer sa résidence principale ou rembourser une partie de son emprunt parce qu'il aura capitalisé pendant une dizaine d'années, je peux vous assurer que les gens n'hésitent pas. Donc, ça c'est important. Ensuite, comment trouver et comment aller chercher ce type de clients? Vous avez des gens, on rencontre tous, surtout dans le métier de l'immobilier ancien, vous avez un acquéreur, vous avez un vendeur. Quand les gens achètent pour 500 000 euros ou 400 000 euros, peu importe le montant, il y a un avis d'impôt qui accompagne justement cette découverte logiquement client. En tout cas, le courtier ou le banquier a l'information et vous pouvez aussi prendre cette information. Alors, bien souvent, les gens vont jusqu'au maximum de leur capacité d'emprunt et puis bien souvent, vous en avez beaucoup qui ont pas mal d'apports et qui ont encore une marge de faisabilité, de capacité. C'est là que c'est intéressant parce que si vous tombez sur quelqu'un qui paye 5 000, 6 000 euros d'impôts, d'accord, qui vient d'acheter sa résidence principale en ayant mis un apport ou en ayant payé comptant ou je ne sais quoi,
là, vous avez possibilité de rebondir en disant, écoutez, on a un service, on peut aussi vous proposer, j'ai vu que, voilà, peut-être de par les quelques informations que vous avez, et après, ça, c'est une subtilité commerciale qu'il faut avoir, de vous dire, bah, écoutez, nous, on peut aussi vous apporter une solution qui vous permettrait de capitaliser, de préparer soit des revenus complémentaires, soit d'avoir un bien additionnel et d'avoir des options financières dans une dizaine ou une quinzaine d'années, d'accord, pour pouvoir récupérer des fonds ou bien ou autre, et à ce moment-là, leur proposer ben, une solution immobilière complémentaire, mais avec éventuellement un avantage fiscal qui est peut-être le dispositif soit Pinel, soit meublé. Voilà. Donc, c'est les petits tips comme ça qui sont intéressants. Après, on vous le dit comme ça, mais c'est un principe de question-réponse, un aspect, une approche commerciale qu'il faut aussi avoir. Il faut être à l'aise aussi sur le principe, mais pour autant, ça ne vous obligera pas non plus à rentrer dans le détail, en tout cas tout de suite, avec le client, mais au moins de susciter l'intérêt et d'aller chercher du business additionnel. C'est ça l'idée. Donc voilà, sachez que je vais m'en arrêter là parce qu'il faut qu'on attaque sur le meublé, mais ce sont des idées qui sont aujourd'hui qu'on peut mettre à votre disposition. Voilà. Si vous avez des questions Alors comme Brice, on pourra le poser. à ça, moi, je rajouterais quelque chose d'essentiel au niveau pratique. Euh, la bonne vieille rengaine de dire oui, mais l'investissement neuf est plus cher que l'ancien. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Après, il faut arriver à trouver les réponses à cela. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez des clients qui seront convaincus qu'il ne faut investir que dans l'ancien. Ben, ceux-là, vous n'arriverez pas à les détourner. Par contre, Dieu merci, il y a énormément de clients qui sont également intéressés par le neuf. Et cela, il ne faut pas les laisser passer parce que vous êtes convaincu que le Pinel n'est pas forcément l'investissement que vous feriez. Et je vais même aller plus loin dans ce genre d'intervention, c'est que moi, personnellement, Brice Lopez, je n'investirai jamais en Pinel. Je préfère acheter un appartement en rénovation, le retaper moi-même et mettre en place un locataire pour doper ma rentabilité. Mais ça n'engage que moi, parce que je suis professionnel du métier, parce que j'ai une liste d'artisans autour de moi et parce que quelque part, j'aime bien me prendre la tête avec des plans, la gestion des travaux, le suivi, etc. Mais ce n'est pas le cas de tous vos clients. Vous avez des clients qui aujourd'hui sont prêts à acheter plus cher pour acheter leur tranquillité, acheter le fait de ne pas avoir de mauvaises surprises en termes d'isolation, en termes de travaux, en termes de qualité, et qui veulent simplement, avec un petit effort d'épargne, différence entre loyer et crédit, qui veulent simplement se constituer un patrimoine pour la retraite. Et puis on entend souvent dans les réseaux sociaux, oui, mais vous achetez un Pinel et vous le revendez dans 12 ans, dans 9 ans. C'est faux, c'est faux. Pourquoi revendre un bien qui vous rapporte de l'argent? Pourquoi revendre quelque chose pour réinvestir dans quoi? Dans l'ancien et repayer des frais notaires plein pot? Non. Le secret, on le dit quand on a des clients en face, et je vous donne l'astuce, on va le voir quand on va faire la location meublée, eh bien, c'est d'investir par exemple dans un Pinel, un type 2 pendant les 12 premières années. Et donc là, ben, vous allez profiter de la réduction d'impôt. Et une fois que vous avez dépassé votre délai de 12 ans, qu'est-ce qui vous empêche de le mettre en location meublée et de profiter de l'avantage fiscal de la location meublée juste après, de la 13e année, par exemple, à la 20e année. Voilà. Donc, dans l'esprit, vous pouvez très bien proposer à vos clients ces choses. Des clients qui sont convaincus que le neuf n'est pas fait pour eux, n'insistez pas. En revanche, si vraiment vous titillez l'intérêt de vos clients là-dessus, vous aurez nul doute que vous aurez des clients qui seront intéressés. Libre à vous après d'aller chercher les biens et de leur proposer. Voilà. Alors, justement, ça me permet de faire la transition pour la location meublée donc en résidence de service. Ah, Christophe, il faut que tu changes de. Alors, Alors, je oui, vais minimiser. Oui. il y a une question de Muriel qui demande effectivement le Pinel va disparaître normalement. Est-ce qu'il y aura un autre dispositif qui prendra le relais? Alors, moi, Alors, ça, c'est la grande question. Alors, il y a la grande question. Hier, hier soir, j'ai dîné avec quelques gros promoteurs qui sont basés en Île-de-France et qui ont déjà des prémices. Voilà, c'est un peu une vision. Il y aura quelque chose derrière. Il y aura quelque chose. Comment ça s'appellera? On ne sait pas spécialement, mais il y aura quelque chose derrière. En tout cas, ils sont un peu plus confiants. Ils étaient un peu moins blêmes hier lors du dîner. Ils étaient un peu plus rassurés avec le sourire en se disant bon voilà, les choses vont avancer. Donc on verra. En tout cas, une chose est sûre, c'est que notre pays a toujours, tristement ou en tout cas heureusement, il faut savoir qu'aujourd'hui l'État a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Le fait de aujourd'hui que les promoteurs soient un petit peu au ralenti.
Et ils se sont rendus compte de ça. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. L'investissement Pinel aujourd'hui ou autres dispositifs rapporte beaucoup d'argent à l'État. Donc, ils vont pas arrêter les dispositifs fiscaux, bien au contraire. Et c'est un dispositif qui aujourd'hui touche une grande partie de nos contribuables, puisque ça commence aujourd'hui avec 3 000 € d'impôts. On peut investir, bien sûr, en fonction de sa situation. Mais après, comme l'a expliqué Brice, c'est une grande question. Ça, encore une fois, la loi de finances, on verra ça d'ici quelques semaines, en tout cas les prémices, et puis on verra ce que ça donne. En tout cas, on prend ce qu'il y a actuellement, parce que ce qui est actuellement est bon à prendre. Alors, juste, je veux rebondir vite fait sur ce qu'a dit la question de Muriel. Donc, aujourd'hui, Rudy l'a bien dit, on prend ce qu'il y a à prendre. Aujourd'hui, il y a des stocks, il y a des queues de programmes qui sont à table immédiatement. Par contre, et ce qui est aussi très important, c'est que par rapport à un client dans l'ancien, où on est obligé de négocier nos honoraires, là, il n'y a pas de question de négociation d'honoraires. Et en général, avec un promoteur, surtout actuellement, c'est minimum du 5% hors taxe sur le TTC. C'est-à-dire un appartement ou une maison que vous allez vendre à 300 000 € par exemple, vous allez toucher 15 000 € hors taxe, ce qui fait 18 000 TTC. Et encore une fois, là, il n'y a pas de négociation. Donc, il y a du stock et il y a des honoraires. Et dans certains cas, on peut monter jusqu'à du 7 ou du 8% hors taxe. Ouais. Donc, vas-y, Rudy. Tu as raison. Pardon, Christophe, tu as complètement raison de préciser les choses. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui arrivent à faire les deux, neufs et anciens. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a pas mal qui arrivent à faire les deux. Ça leur permet de diversifier leur activité et surtout de ne pas surfer sur une seule vague, entre guillemets. Aujourd'hui, les promoteurs font beaucoup d'efforts. Je vous donne juste un exemple rapide avant qu'on passe au meublé parce que c'est important. Aujourd'hui, vous avez des promoteurs. Ce n'est pas une baisse de prix. Ils font même mieux que ça. J'ai quelques promoteurs qui font du cashback. Le cashback, c'est quoi? C'est-à-dire que j'ai un client, il achète un appartement à 200 000 €. Si il est à 18% de réduction d'impôt, ce qui ferait 4 000 € de réduction d'impôt, si par exemple il n'est pas en Pinel Plus, c'est un Pinel 2024, en fait, le client va bénéficier de 12% de réduction d'impôt sur les 200 000, ok, mais il va donner 6% en cash au client. C'est-à-dire que 3 semaines après l'acte notaire, le client reçoit un virement de 6% pour pouvoir faire les 18 en fait. Hein. Le promoteur aujourd'hui est capable de donner de l'argent net d'impôt au client. Ça c'est un levier qui est très très fort parce que les gens comprennent que ça leur permet de faire une trésorerie, d'assurer soit de payer d'impôts avec cet argent, ou auquel cas d'assurer l'épargne qu'il devra mettre pendant la durée de son investissement. Donc, les opportunités sont là, ça va très 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 vite. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Je ne rentre pas plus dans le détail, j'imagine que forcément ça pose question, mais ça sera lors d'une autre action, sinon on y passe 3 heures. Alors, moi, j'ai une question parce qu'on m'a posé la question en début de semaine et j'ai été, je l'avoue, incapable de répondre. Question, est-ce que donc un investisseur qui a fait une Pinel, est-ce que le prix du loyer au mètre carré, que l'on a vu tout à l'heure, doit respecter le prix au mètre carré du Pinel de l'année en vigueur ou respecte la hausse de l'IRL annuel? Alors oui, je réponds tout de suite. Chaque année, effectivement, les prix au mètre carré, c'est pour ça que dans le slide que vous avez les plafonds Pinel 2024. En 2025, vous aurez également de nouveaux plafonds qui effectivement prendront en compte la hausse des loyers. Fort heureusement, parce que sinon, sur 20 ans, ça serait assez gênant. Donc la réponse est oui. Oui, oui. Le loyer évolue en fonction de l'IRL, bien entendu. Ah, donc en fonction de Là, l'IRL. regardez, ici, voyez, là, vous avez les plafonds de 2024. Hein. L'année prochaine, les plafonds seront rehaussés. Donc l'augmentation des loyers doit respecter le montant Pinel. D'accord. Exactement. Ça veut dire que, effectivement, quand vous augmentez vos loyers, il faut simplement contrôler que l'indice IRL que vous augmentez ne vienne pas passer le plafond de l'année en cours.
En général, c'est le cas puisqu'ils sont augmentés. Bon, il faut toujours faire la vérification. Ça serait bête de se faire retoquer par le Trésor public. Mais voilà, l'augmentation se fait annuellement comme n'importe quel bail. Et à chaque changement de locataire, bien sûr, si vous n'avez pas fait votre réhausse en amont, vous pouvez la faire en vous basant sur les nouveaux plafonds de l'année en vigueur. Donc, quelqu'un qui achète aujourd'hui, en 2024, va appliquer ce prix au mètre carré en fonction de la zone du logement. Et en 2025, il fera la hausse Indexation. par rapport à l'IRL, mais Exactement. en respectant le plafond de loyer Pinel 2025. C'est ça. Mais qui, en général, est toujours à peu près identique. En général, la hausse des plafonds Pinel suit la constante des augmentations IRL de loyer. Ok. Il y a une question de M. Gilles Basque, à qui je peux proposer ces formules d'investissement locatif, car actuellement, j'ai très peu de prospects et de réponses à mes annonces. Ben, comme je À qui disais, je peux proposer? ouais. Ah ouais. À qui je peux Vas-y, Rudy, proposer? vas-y. En fait, globalement, aujourd'hui, vous avez des prospects, vous avez des clients, vous avez des gens que vous avez, avec qui vous avez aussi de bonnes relations. Ça, c'est un gros avantage par rapport à ceux qui vendent du neuf. C'est que dans l'ancien, vous créez justement cette affinité et ce climat de confiance. Et là, du coup, vous pouvez proposer en disant, voilà, j'ai un service, j'ai une possibilité, j'ai un collègue dans mon agence, on a la possibilité de vous apporter un service additionnel et peut-être que ça sera intéressant de manière gracieuse à vous faire une préétude et vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez faire en plus de l'achat de la résidence principale que je vous ai vendue. Voilà, c'est un discours commercial à rôder, tout simplement. Très bien, merci Je fais une Rudy. aparté aussi, mais n'oubliez pas que dans le neuf, il y a à peu près 50% de part de marché sur les résidences principales aussi, hein. Enfin, ne laissez pas non plus passer ce marché-là. Demain, vous avez quelques mandats en magasin dans l'ancien, vous avez un client en face de vous qui vous dit je veux acheter pour tant. N'hésitez pas à aller sur le site des CI, de voir les programmes qu'il y a dans votre zone et de leur proposer des programmes en tant que résidence principale. Là, aujourd'hui, je fais d'aparté, hein, mais aujourd'hui, on est sur l'investissement locatif, mais sachez que 50% des ventes dans le neuf, c'est également de la résidence principale, avec d'autres avantages, notamment le prêt à taux zéro, etc. Donc, pour vous, c'est vraiment une niche à utiliser et ne pas le proposer, ben c'est bête à dire, mais ne pas le proposer, c'est perdre des parts de marché. Le proposer, j'ai envie de dire quasiment à tous vos clients. De toute façon, pour vous, ça prouvera vos compétences et le fait qu'en tant que conseiller, vous savez slider entre les deux marchés et ça augmentera vos chances d'opportunité pour créer du chiffre d'affaires additionnel. Très bien. Bon, je vous remercie tous les deux sur le Pinel, les explications sur le Pinel. Sachez qu'on travaille avec la plateforme DCI, Direct Conseil Immobilier, qui est une plateforme de neuf et qui recense quasiment tous les programmes de France avec les principaux promoteurs et pas mal de promoteurs régionaux et locaux. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur DCI. Et vous avez aussi sur MPI, Marketplace Immobilier, pas mal de programmes immobiliers disponibles et actables rapidement. On va passer sur le deuxième thème. Encore une fois, c'est sur l'investissement et c'est tout ce qui concerne donc la location meublée professionnelle et non professionnelle, LMMP et LMNMP. Et justement, là aussi, il y a des opportunités de booster votre chiffre d'affaires. Donc, ce qui est aujourd'hui important parce que on sait que dans l'ancien, les chiffres d'affaires plongent de partout, que ce soit chez les mandataires ou chez les agences immobilières. Et encore une fois, les dernières statistiques que j'ai eues à la fois au niveau du volume de vente et au niveau du volume d'encours de crédit immobilier, on est revenu 20 ans en arrière, c'est-à-dire même avant 2008. Donc encore une fois, les chiffres que l'on a, c'est on va dépasser les 700 000 ventes dans l'ancien, mais voilà, péniblement les 700 000 alors qu'on était encore à 850 000 l'année dernière. Donc voilà, il faut que vous fassiez tous du chiffre d'affaires, vous êtes tous passionnés dans l'immobilier, vous êtes à fond dedans, vous êtes investis, on va le dire, sur votre métier. Donc voilà, il faut qu'on trouve des relais, encore une fois, pour avoir du chiffre d'affaires. Et l'objectif, c'est vraiment, vraiment que chacun fasse ses objectifs et fasse des ventes pour vivre de sa passion et de son métier. On va passer sur le suivant comme thème. Donc la location, alors là, ils sont partis, Brice
érudit sur la location meublée en résidence de service. Donc, bon, il y a plusieurs types de LMNMP. Donc, je leur laisse la parole. Je pense que c'est Brice qui reprend la parole. Exactement, Oui, oui. ouais, Brice va reprendre. Et Voilà, après, je descriptif du viendrai en slide. application. Voilà. Bien sûr. Alors, la location meublée, là, on part sur une autre logique. Une autre logique, là, on ne loue plus vide, mais on loue meublé. On n'est plus sur les revenus fonciers, on est sur une vraie activité. Donc, on est sur les bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, on a totalement une autre logique d'investissement, comment dire, d'imposition aussi et de régime, hein, de différents régimes d'imposition. Donc, on va l'expliquer. Alors, effectivement, la location meublée, ça peut être la location meublée en direct que vous faites sur vos propres biens. Vous avez en fait la location meublée classique, bail de 2 mois que vous faites à un locataire lambda. Vous avez la location saisonnière, hein, les fameux Airbnb, qui ont également une fiscalité qui est propre. Là, aujourd'hui, la fiscalité est sensiblement la même, hein, mais là, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est la location meublée de résidence de service. Pourquoi? Parce que c'est celle que vous aurez sur les sites, hein, Marketplace Imo et sur Direct Conseil Imo. Ce sont ces opportunités d'achat que vous aurez et vous en avez aussi bien dans le neuf, et c'est intéressant, que dans l'ancien. Vous avez des lots en revente, donc des personnes qui ont eux-mêmes investi dans le neuf et qui revendent aujourd'hui dans l'ancien. Et contrairement au Pinel, où on va dire le prix moyen d'accès va tourner entre 200 et 300 000 euros, là, vous pouvez même avoir des biens aux alentours de 50 000 euros, 70 000 euros, même des fois moins. Voilà, donc on est vraiment sur notre logique d'investissement. Toujours pareil, le but d'un investissement, eh bien, c'est de créer de la richesse et créer des revenus futurs. On n'investit pas pour revendre, sinon on n'est pas investisseur, on est marchand de biens. On investit pour créer du patrimoine, pour optimiser la fiscalité pendant la période d'investissement et se créer du revenu pour plus tard, quand on sait qu'à la retraite, on va perdre à peu près 60%, 70% de ses revenus. Voilà, donc c'est l'intérêt de ce type d'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Ce sont des résidences gérées avec donc service par des immeubles, son logement standardisé, excusez-moi. Et les parties communes de ces résidences varient, hein. Vous avez donc certains avec des piscines, des laveries, salles de détente, etc., restauration. Et bien sûr, c'est équipé selon le type de service que vous proposez et les occupants que vous ciblez. Alors, vous les connaissez toutes, hein, je pense. Vous avez les résidences d'affaires, les résidences de tourisme, les résidences seniors et les résidences étudiantes. Par exemple, dans les résidences de tourisme, vous avez le modèle économique de Center Park. Center Park, ils ne sont pas propriétaires de leur cabane. Vous avez des vrais investisseurs qui achètent les cabanes et Center Park s'occupe lui-même en fait de la mise en place des locataires et de faire tourner leur business et vous verse à vous en tant que propriétaire de la petite maison, vous reverse à vous un loyer. C'est l'intérêt de ce type d'investissement. Ce n'est pas vous qui gérez le locataire, c'est l'exploitant qui se débrouille avec ses occupants. Donc on va descendre un peu le slide. Alors, toujours pareil, le mode de détention, bien sûr, on peut le faire en direct, mais là, on sera forcément sous forme d'entreprise, hein. Je rappelle que la location meublée, et même la location meublée que vous faites, comment dire, pour votre appartement où vous garnissez de meubles et que vous louez à quelqu'un pour une période de 12 mois, la location meublée au pluriel, hein, tous les styles de location meublée sont considérés comme des activités. Donc, même si vous le faites à votre nom personnel, pour le trésor public, pour l'administration, vous êtes considéré comme une entreprise individuelle. Et donc, bien sûr, vous pouvez le faire en personne physique, mais vous pouvez également le faire en société. Et là, du coup, on va plutôt parler de SRL de famille. Je vais m'expliquer juste après. La location meublée, donc, c'est, on l'a dit, fiscalement considérée comme une activité commerciale. Elle ne peut pas, attention, être exploitée par une SCI qui reste à l'IR. Alors, c'est paradoxal, mais si votre SCI se retrouve à l'impôt sur les sociétés, elle pourra faire de la location meublée. En revanche, si votre SCI reste à l'impôt sur le revenu, elle ne peut pas faire de location meublée, sauf si les revenus de la location meublée ne dépassent pas 10% de ses autres revenus fonciers. D'accord? Et c'est là que la SRL de famille trouve tout son sens, parce que c'est la seule formule où vous avez la possibilité de créer une société, de rester à l'IR, à l'impôt sur le revenu, et d'éviter l'impôt sur les sociétés, et faire de la location meublée. Donc, c'est le conseil à donner à vos clients. S'ils veulent acheter en société,
SRL de famille pour faire du meublé. Comment ça fonctionne? Alors, la résidence de service, elle est gérée, on l'a dit, par un exploitant qu'on va appeler le gestionnaire. Il conclut avec vous un bail commercial. Hein. Donc, vous, votre locataire, ce n'est pas le résident qui va utiliser le logement, c'est l'exploitant. Et vous, vous avez un bail commercial comme si vous louiez, j'ai envie de dire, le local du coin au boulanger. C'est l'exploitant donc qui se charge de la gestion locative du logement. Il s'engage à vous verser tous les trimestres un loyer. C'est déjà prévu dans le bail. Ah, donc, vous savez bien sûr sur quoi vous engagez et au niveau de la rentabilité. Et peu importe que le logement soit occupé ou non, quoi qu'il arrive, vous avez votre loyer. Vous voyez, grosse différence entre le Pinel où c'est quelque part vous qui mettez en place le locataire et qui gérez le loyer. Là, votre locataire à vous, c'est l'exploitant. Bon, bien entendu, il se peut que vous ayez des compensations. Alors, le loyer va différer en fonction. Si, par exemple, vous l'utilisez une certaine partie de l'année. C'est le cas, je reprends l'exemple de Center Park, mais il y en a d'autres. Center Park vous propose plusieurs formules où vous allez peut-être utiliser le logement une semaine par an gratuitement et vous aurez un loyer minoré. Ou si vous ne souhaitez pas du tout l'utiliser, ben vous aurez un peu plus de loyer. Vous voyez, ce sont des réflexions à avoir avec vos clients. Alors, là, on approche sur la partie fiscale. Donc, on est sur le bénéfice industriel et commerciaux, comme je vous l'ai dit. On garde aussi les prélèvements sociaux, mais ça, c'est comme le revenu foncier, hein, ça ne change pas. Hein. Sur le résultat net, vous avez également les prélèvements sociaux qui viennent s'y ajouter. Mais là, sur le BIC, vous avez deux régimes. Vous avez soit le micro BIC, hein, donc le régime micro. Donc là, ce sont les loyers meublés qui sont inférieurs à 77 000 euros. Donc, vous voyez que vous avez de la marge. Et là, vous avez un abattement forfaitaire de 50%. Alors ça, c'est la solution de facilité. C'est ce que quasiment la majorité utilise parce qu'ils ne connaissent pas le régime réel et n'ont pas envie de s'embêter. Vous, comme vous êtes des conseillers, vous allez conseiller à vos clients le régime réel. Et dans le régime réel, toutes les charges sont déductibles. Je dis bien toutes. Même les frais d'acquisition, les frais de notaire sont déductibles. Et vous avez en plus un amortissement comptable. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'amortissement comptable, mais je vais quand même vous l'expliquer rapidement. Un amortissement comptable, c'est plusieurs lignes, on va dire, qui vont compartimenter la valeur de votre bien. C'est vulgairement dit une charge fictive. C'est une charge que vous n'allez pas sortir en trésorerie, mais qui viendront abaisser votre assiette imposable de loyer. Donc, admettons sur un investissement de 150 000 euros, vous aurez peut-être 3, 4, 5 000 euros d'amortissement. C'est un comptable qui vous calcule ce montant-là et cet amortissement va venir diminuer vos loyers et donc, bien sûr, diminuer l'assiette d'imposition et votre impôt. C'est redoutable comme investissement. Sachez que quelqu'un qui fait de la location meublée de tourisme, on arrive à presque ne pas lui faire payer d'impôts ou alors vraiment une somme dérisoire chaque année juste par ces jeux d'amortissement. On va descendre un tout petit peu. Juste, Brice. Si vous avez des questions là-dessus, parce que Brice, je vois que le temps accélère, donc je… Oui, Christophe, je t'écoute. Pour quelqu'un qui va acheter sur l'investissement à 100 000 euros, il va y avoir 5% d'amortissement annuel, puisqu'on amortit le bien sur 20 ans. Donc, ça va vous faire 5 000 euros d'économie, enfin, de 5 000 euros d'amortissement par an. Donc, si vous le louez 450 euros ou 350 euros le meublé, ben effectivement, quasiment, vous êtes en déficit. Vous êtes en déficit. Alors voilà. Ça, Christophe, tu as raison. Ça, c'est le calcul simple pour simplifier l'explication. Mais en réalité, on peut aller jusqu'à quasiment 30 ans, puisque on peut amortir jusqu'à ce qu'on appelle les réputés, effectivement, l'amortissement réputé différé, donc jusqu'à épuisement justement de cet amortissement. Mais tu as raison, sur le calcul très simple pour que les gens comprennent, on peut calculer sur 20 ans, ouais, c'est assez clair. En fait, le comptable compartimente le bien, il va compartimenter les murs, l'électricité, la plomberie, et il va vous faire comme ça plusieurs lignes d'amortissement. Ouais. Mais retenez simplement ça, c'est que c'est une charge fictive. Ce n'est pas de la trésor que vous sortez, mais c'est une charge qui comptablement va venir diminuer votre assiette taxable. C'est tout l'intérêt de ce dispositif. Et donc, pour l'établissement de l'impôt, on va bien sûr dissocier si vous êtes loueur en meublé professionnel ou loueur en meublé non professionnel. Et là, le distinguo se fait d'une manière très simple. En fait, vous basculez automatiquement en loueur en meublé professionnel si vos recettes dépassent 23 000 euros à l'année et que c'est supérieur
à l'ensemble des autres revenus de votre foyer. D'accord? Donc, c'est la double condition, c'est cumulatif. Hein, donc, même si vous avez plus de 23 000 euros, mais que vos autres revenus de votre foyer fiscal, hein, votre femme inclus, bien sûr, ou votre mari inclus aussi, si ça ne dépasse pas les autres revenus, vous restez dans le cadre du LMNP. Bon, on ne va pas épiloguer sur la différence, mais retenez simplement que quand vous êtes en loueur en meublé professionnel, vous avez une notion de charge sociale que vous n'avez pas dans le cadre du loueur en meublé non professionnel. Donc, l'intérêt, c'est de rester plutôt dans ce sillon-là, dans le non professionnel. Retenez également une chose intéressante, c'est que l'achat d'un logement, si vous l'achetez neuf, vous avez la TVA sur le prix du logement. Et cette TVA de 20%, elle vous est remboursée. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un crédit de TVA qui vous est donné au niveau de l'achat. Voilà, donc ça, c'est super intéressant parce que quand vous regardez le prix du bien, dans votre esprit, vous savez que déjà, vous enlevez 20% sur le prix, uniquement dans l'achat de neuf. Hein, bien entendu, ce n'est pas le cas dans l'ancien. Vous pourrez récupérer votre TVA à 20%. Voilà, donc ça, c'est, vous le savez bien sûr, avant l'achat, hein, c'est clairement noté avant même que vous proposez le produit à votre client. Attention, si vous revendez le bien avant la 20e année, vu qu'on vous a quand même fait un chèque de 20% du prix d'acquisition, vous rembourserez le X 20e, hein, donc selon le nombre de détentions du bien, vous le rembourserez. Encore une fois, est-ce que c'est intéressant de revendre le bien? On est d'accord que si on revend un bien d'investissement, c'est pour acheter mieux. À ce moment-là, on calcule, et j'ai envie de dire, c'est comme la plus-value immobilière, on calcule si c'est intéressant de vendre, de payer la plus-value et de racheter autre chose, ou de conserver. Hein, encore une fois, vos clients, le meilleur conseil que vous leur donnez, c'est acheter bien, investissez bien et conservez vos produits pour accroître vos revenus futurs à la retraite. On va descendre un petit peu. Alors, les avantages et inconvénients, il y a quasiment que des avantages. Hein, c'est aucune gestion locative. L'immobilier, il est géré pour vous. Donc, vous encaissez vos loyers tous les trimestres. Le montant du loyer, il est fixe. Hein, il est versé que le bien soit loué ou non. Il y a un troisième avantage, si tu peux descendre un tout petit peu. Voilà. Et bien sûr, le régime fiscal qui est avantageux sur les loyers, hein, comme je vous l'ai dit, le fameux régime du BIC qui vous permet quasiment de neutraliser l'impact du revenu sur votre impôt sur le revenu. Le seul inconvénient que vous avez de la location meublée, c'est le choix du gestionnaire. Voilà, c'est le choix du gestionnaire. Il faut simplement, quand on achète, être sûr que vous ayez un gestionnaire qui ne sera pas dans le temps défaillant. Bon, si vous traitez avec des grands noms, il y a quand même peu de chances. Si vous achetez un Center Park, hein, il y a peu de chances qu'il y ait un dépôt de bilan. Mais quand bien même il y en aurait, eh bien, après, vous rentrez dans une autre phase où vous aurez sans doute un repreneur qui viendra reprendre l'activité et qui continuera de toute façon à vous reverser vos loyers. Voilà. Mais bien sûr, petit point de vigilance à avoir, c'est quel est le nom de l'exploitant. Et le bon à savoir, comme toute activité commerciale, bien sûr, vous serez obligé de payer une CFE, cotisation foncière des entreprises, qui va se calculer en fonction de vos loyers. En général, c'est une petite centaine d'euros. Hein, c'est pas non plus, vous ne payerez jamais 2000 euros. Mais bon, voilà, c'est une petite CFE qui est déductible, bien sûr, de vos revenus locatifs. Vous devrez accomplir des formalités, hein, comme toute entreprise, avoir un numéro SIRET, etc. De toute façon, tous ceux qui font la location meublée au régime réel, eh bien, ils ont un comptable avec eux. La bonne nouvelle, c'est que vous avez même une réduction d'impôt sur les frais de comptabilité. Bon, voilà, je vous le dis juste pour info, mais voilà, les frais comptables, vous aurez une réduction d'impôt en plus de vos amortissements sur les frais de comptabilité. Et quelque chose qui est très important et très intéressant, et ça, je vois beaucoup de conseillers oublier ce petit détail, mais d'un point de vue social, le loueur en meublé, qu'il soit professionnel ou pas, il peut permettre de conserver une couverture maladie et valider des trimestres de retraite. Alors, bien entendu, s'il passe par la case cotisation, mais sachez que quelqu'un qui aujourd'hui a plus de 60 ans, qui s'est arrêté de travailler parce qu'il est rentier par ailleurs, qui a des revenus locatifs, mais qui n'a pas validé l'ensemble de ses trimestres, le meilleur conseil que vous pouvez lui donner, c'est de faire justement de la location meublée pour continuer à valider quelques trimestres de retraite avant de demander ses droits à la retraite. Exact. Et en plus,
je ne sais pas si vous le savez, mais quelqu'un qui est rentier et qui n'a pas d'activité, il doit payer la taxe PUMA, qu'on appelle. La taxe PUMA, qui est une taxe justement pour les personnes qui ne travaillent pas et qui ont que des revenus issus du patrimoine. Eh bien, le fait d'avoir une seule location meublée vous êtes toujours considéré comme une activité et vous échappez à cette fameuse taxe PUMA. Donc, vous voyez, il y a même un avantage social en plus de tous les avantages que l'on vient de déterminer en termes de fiscalité et en termes de revenus futurs. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. Maintenant, je suis tout oui pour vos questions. Alors, on va aller être effectivement sur les différentes questions. Je vais rajouter donc sur le Loire meublé, comme l'a expliqué Brice, il y a plusieurs typologies. On parle bien sûr des résidences étudiantes, hein, comme vous savez, les résidences seniors, les résidences de tourisme. Bon, voilà. Après, c'est aussi une question de croyance. Pour avoir effectivement commercialisé ces 4 typologies. Voilà. Après, moi, j'ai ma préférence, hein, qui reste la résidence senior, parce que voilà, je trouve que ça reste un support et en tout cas un intérêt économique qui est valable, qui est souvent en centre-ville, en tout cas de proximité, parce que ces seniors, effectivement, ne veulent pas rester seuls chez eux et préfèrent vivre dans une résidence senior avec d'autres personnes, vont pouvoir aller au marché, vont pouvoir effectivement faire d'autres activités. Et c'est ça aussi qui est aussi très important là-dessus. Les résidences étudiantes, ça l'est aussi, mais encore une fois, on aura toujours besoin, et parce qu'il y a toujours des étudiants. Donc ça aussi, ça porte son intérêt. Après les autres, c'est une question aussi de croyance. Voilà, donc ça, pareil, sur un aspect commercial, on pourra, si vous le souhaitez, y revenir une prochaine fois. Pour moi, le meublé, je crée du revenu complémentaire pour compléter la retraite que je n'aurai pas, ou en tout cas globalement, où il manquera de l'argent. Donc, pourquoi? Parce que, comme l'a dit Brice, et je ne le répète pas, ça donne différents avantages sur un aspect fiscal, notamment des revenus nets d'impôts pendant de très très longues années, et bien sûr avoir un exploitant qui va exploiter le bien et qui va vous reverser un revenu complémentaire. Voilà, et donc il n'y aura pas besoin de gérer. Donc il faut raisonner, le loueur meublé, il faut vraiment le raisonner, non pas en se disant, ah oui, mais sous prétexte que c'est à côté d'un métro ou d'une gare, ça va coûter plus cher. Non, 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 c'est un produit financier adossé à de l'immobilier. Il faut vraiment le raisonner comme ça. Je mets 100 000 euros, j'emprunte 100 000 euros à la banque, j'ai 350 euros de revenus, ok, vous faites le calcul par rapport à la rentabilité bancaire, vous verrez que votre meublé sera plus intéressant et rentable dans le temps, à la différence d'un produit financier. Voilà, donc là, je m'en arrête là aussi. C'est juste pour vous donner des tips et vous montrer comment nous, on raisonne en tant que CGP sur les différents types de supports. Ensuite, on parle de la TVA rapidement. Aujourd'hui, vous avez des promoteurs qui, plutôt que le client emprunte 100 000 euros sur un meublé, notamment une résidence étudiante, le promoteur va porter la TVA. Donc, ça va donner aussi un avantage au client, c'est-à-dire que au lieu d'emprunter 100, il pourra emprunter 80. Et donc, ça va lui permettre aussi de ne pas se retrouver avec le schéma d'endettement, ou bien se retrouver à emprunter 100, certes, de récupérer cette TVA, de soit le réinjecter, soit de le placer, soit de faire en sorte de participer. Mais comme l'a dit Brice tout à l'heure et bien précisé, sur ce type de dispositif, si vous devez revendre, il faudra effectivement rendre en fonction du 20e de détention de votre bien. Donc voilà, donc il y a plein d'options possibles, il y a plein de solutions possibles. Il faut juste en parler, il faut juste effectivement qu'on garde cette dynamique. Nous, on l'a en tout cas avec vous. Le site DCI, il est là aussi pour ça, parce que là-dessus, vous avez les différents dispositifs. Et puis, après, c'est aussi de se dire, voilà, comment est-ce que je peux rebondir pour faire de l'activité additionnelle, faire du business additionnel. Voilà, je m'en arrête là. Juste Rudy, parce qu'on nous pose souvent la question, c'est de savoir dans le cadre de LMNP revente, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, Brice par exemple, avait acheté un meublé il y a une dizaine d'années, il décide de le vendre. Moi, ça m'intéresse, son meublé. Je vais pouvoir racheter son appartement, bien sûr, à ce moment-là. Alors, s'il l'a acheté hors taxe ou s'il l'a acheté avec la TVA, donc il va devoir me le vendre. Et puis, bien sûr, je vais récupérer en fonction du 20e cette part de TVA. En revanche, une chose qui est hyper intéressante, c'est que je vais pouvoir réamortir comptablement
l'acquisition que je vais faire. C'est-à-dire que je vais pouvoir continuer à percevoir des loyers nets d'impôts. D'accord? Et bien sûr, avec la valorisation d'aujourd'hui, donc c'est-à-dire que voilà, je l'achète 100, je vais pouvoir réamortir comptablement et donc bénéficier donc, de revenus complémentaires nets d'impôts. Alors, soit par le biais d'un emprunt, ou si je dispose de l'argent en cash en banque et que je me rends compte qu'à la banque, bah, finalement, le banquier, il me donne 1,5, ben, Brice, il vend son appartement, ça me fait du 4%, eh ben, je peux payer comptant et je vais malgré tout amortir. Malgré tout, je vais pouvoir amortir, mais je vais toucher 4% de rentabilité. Et là, ça va être intéressant. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Donc, on peut racheter du meublé, ce qu'on appelle un second marché. Ça existe, ça fonctionne. Et les gens s'intéressent de plus en plus aussi à ce second marché. Ce qu'il faut savoir D'autant plus aussi, que le ticket d'entrée est inférieur. Hein. Voilà. Aussi. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi la commission, pareil, est complètement. Il y a plusieurs cas de figure, hein, comme c'est dans du neuf. Effectivement, là, il n'y a pas de négociation de commission, hein, c'est des honoraires hors taxe par le promoteur directement. Ah oui. Là aussi, c'est complètement transparent et vous n'avez pas à discuter le bout de gras avec l'acquéreur. Donc ça, c'est primordial aussi. C'est vrai que c'est bien, Christophe, que tu précises cette partie. On a eu à plusieurs reprises des différentes personnes et mandataires lorsqu'on était chez DCI avec Brice et avec les autres collègues. Et on leur disait que moi, depuis que je fais du neuf, et ça fait très longtemps que j'en fais, mais j'ai jamais négocié une commission en fait. C'est le client, il l'achète, point barre. De toute façon, s'il prend pas, ben, c'est pas grave, il y en a un autre qui va prendre. Puis ça va tellement vite que globalement, on ne négocie pas de commission. On négocie des avantages pour le client, parce que le promoteur peut en faire, des frais de notaire offerts, ou bien une baisse ou un avantage sur un cashback éventuel. Mais quoi qu'il en soit, la commission, elle ne bouge pas. Donc, c'est bien que tu le précises, parce que c'est quelque chose que on n'a pas. Effectivement, vous, dans l'ancien, vous avez. C'est le nerf de la guerre normal, et le client a tendance souvent à vouloir négocier et tirer à son avantage. Bah, le neuf, nous, on n'a pas ce problème. Bon, Gilles a posé une question. Si je revends à un acquéreur qui conserve le bail commercial, est-ce que je dois rembourser la TVA récupérée? Alors, la réponse est oui, vous la remboursez au Trésor public, à la condition que votre acquéreur ne soit pas lui-même un assujetti à TVA. Si vous avez un acquéreur qui reprend le régime de la TVA, eh bien, quelque part, il porte votre engagement initial. Et donc là, dans ce cas, vous n'aurez pas de remboursement de TVA. Voilà, ça peut être intéressant aussi hein, quand vous cherchez des acquéreurs qui vous disent, moi, j'ai déjà une entreprise et je suis déjà un redevable de la TVA. Eh bien, voilà, sachez que vous serez prioritaire pour l'achat parce que le vendeur, lui, du coup, vous lui faites économiser le fameux remboursement du X 20e de TVA. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des conseils. Et quand vous avez des prospects en face de vous, ça fait partie des conseils que vous devez communiquer, donner et qui maximisent vos chances de faire des affaires. Si je peux me permettre, je vais rectifier. Je vois la question de Kevin, le coût du comptable sur un meublé. Alors, comment dirais-je, Christophe a apporté une réponse, mais en fait, c'est beaucoup moindre. C'est à peu près entre 350 et 500 euros de comptable, de frais comptables pour un meublé. Et si vous avez effectivement plusieurs meublés, le comptable peut aussi faire un tarif qui reste dégressif. Pourquoi? Parce que c'est une ligne comptable qui s'applique avec un bilan qui se fait à la fin. Et en plus, comme disait Brice, effectivement, c'est déductible de vos revenus d'activité professionnelle. Voilà. Ouais, c'est à peu près Alors, ça. vous devez, pour que ce Ouais, soit éligible à la réduction d'impôt, vous devez faire partie d'un CGA, centre de gestion agréé, qui vous coûte 160 ouais. euros à l'année. Donc, frais de comptable plus CGA, vous en avez à peu près pour 500 euros à l'année, 100% déductible. Mais vous avez les 2 tiers de ce montant qui est récupérable en réduction d'impôt. Les 2 tiers plafonnés à 915 euros. Donc, en général, quand vous enlevez les 2 tiers, en réalité, le coût du comptable est aux alentours des 200 euros par an, pas plus. Et ces fameux 200 euros, vous allez les déduire, bien sûr, de vos autres revenus. Ah, Kevin, je pense qu'effectivement, alors oui, c'est très cher, Kevin, mais c'est parce que voilà, vous faites un peu du Airbnb. C'est pas comme l'a dit, ouais, change de comptable. Et comme l'a dit Brice, on vous a présenté le meublé avec un exploitant où là, c'est extrêmement structuré. Quand vous faites du Airbnb, c'est complètement différent. Et là, ouais, bah, je comprends un peu mieux, le coût. Bon, voilà. Bon, ça, c'est des points qu'on pourra voir après. Il y a une question aussi qui revient souvent en boucle.
c'est une fois que le bail commercial s'éteint et qu'il n'y a pas de tacite reconduction, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez plusieurs cas, hein, effectivement, si jamais il n'y a plus d'exploitants, à ce moment-là, ça devient un bien immobilier classique de droit commun, c'est-à-dire que chaque personne récupère son bien, si jamais il n'y a pas de repreneur derrière, hein, d'accord? Donc, chacun récupère son bien et va l'exploiter. Voilà, un syndic peut venir s'installer. Moi, j'ai vu le cas, hein. J'ai vu le cas où un syndic est carrément venu s'installer, a pu récupérer l'exploitation, enfin, la gestion des biens, des appartements, et les gens louaient avec effectivement un tarif cohérent marché, louaient leur appartement à ce moment-là. Mais ça reste effectivement là. Par contre, comme vous avez plus les services et ainsi de suite, là la donne aussi elle change, et c'est là où l'importance d'avoir un suivi d'un expert comptable dédié à cela permettra effectivement de mieux accompagner les clients. Mais ça arrive, hein, ça peut arriver. D'où l'importance de C'est l'exploitation, pour ça, de l'exploitant et de l'emplacement de l'exploitant. voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, d'où l'intérêt effectivement de très bien sélectionner le bien. Quand vous investissez dans des résidences seniors, par exemple, on le sait qu'aujourd'hui, pour les retraités, pour avoir des résidences médicalisées, je parle pas d'EHPAD, hein, je parle des résidences seniors où vous avez toute l'infrastructure, on va dire, pour accompagner les retraités. La demande, elle est juste phénoménale. Donc, aucun exploitant, même si l'exploitant demain dépose le bilan, chose qui peut arriver, vous aurez toujours un repreneur derrière qui va reprendre le service et qui va vous reprendre le bail parce que derrière, ils ont la demande. Ils vont vous verser, ils sont pas financiers, les gars, hein. Il faut que vous compreniez le modèle économique. Ils vont vous reverser un loyer de temps, j'ai n'importe quoi, mettons 500, 600 euros par mois, mais eux, c'est plus de 2500 euros par mois qu'ils vont le louer, hein, en résidence senior. Donc voilà, ils ont un vrai intérêt économique. Bon, après, derrière, ils vont tout gérer. Ils vont gérer le personnel, le salarié. Hein, c'est un business. Mais voilà, sachez que derrière, vous avez un vrai modèle économique. Donc, d'où l'intérêt de clairement choisir l'exploitant et la résidence et le lieu. Hein, bien sûr, si vous investissez dans une grande ville et sur quelque chose qui fonctionne et fonctionnera dans l'avenir, vous avez peu de chances d'être déçu par l'exploitation, quoi. Bon, mais je vous remercie, Brice et Rudy. Bon, sachez que vous retrouvez encore une fois, sur Direct Conseil Immo, DCI, la totalité des biens disponibles en France sur du Pinel, sur tout ce qui est neuf, résidence principale, Pinel, ou sur du LMNMP et même du LMNMP revente. Donc, encore une fois, sur cette plateforme, vous avez la totalité des programmes et des biens disponibles. Une chose qui est importante aussi, c'est que si vous avez besoin d'accompagnement et d'aide, Rudy est sur Paris, donc il gère un petit peu la partie nord et Brice sur la partie sud. Donc ça vous permet aussi, si vous avez un besoin d'accompagnement, vous pouvez les contacter. Et sur le chat, ils vont vous mettre éventuellement leur 06, leurs coordonnées. C'est ce que Sinon, j'allais dire, oui. vous aurez de toute façon l'enregistrement qui sera disponible dans un quart d'heure et vous pourrez reprendre les, les différents slides et avoir peut-être d'autres questions qui vous viendront à froid et vous pourrez leur poser directement. Encore une fois, ce qui est important, c'est que tous les jeudis matin, on aborde un terme qui soit vraiment plus pour vous. Donc d'ailleurs, je vous invite, si vous avez vraiment des sujets que vous voulez aborder peut-être la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ce sera un avocat ou un notaire. Donc si vous avez des sujets que vous souhaitez aborder, marquez sur le chat et on va essayer de répondre un petit peu à votre sensibilité, vos questions du moment et vos problématiques, à la fois sur le neuf, sur l'ancien, sur l'activité, sur la formation, sur tout ce qui concerne effectivement peut-être la pige, la prospection, sur les services que vous souhaitez obtenir et que vous voudriez obtenir et que vous n'avez peut-être pas forcément aujourd'hui sur votre réseau. Donc on est là aussi pour discuter, avancer, échanger et progresser tous ensemble. Parce qu'encore une fois, on aime l'immobilier, c'est notre métier, c'est notre passion. Et d'ailleurs, on a un groupe Facebook qui tourne, Immobilier, mon métier, ma passion, qui a, je crois, qui est aux alentours de 10 000 abonnés. Donc ça aussi, vous pouvez partager des produits, vous pouvez partager des questions. Et ça va vous permettre justement d'évoluer, de vous professionnaliser, de faire un partage d'expérience qui, dans une situation qui est aujourd'hui délicate dans l'immobilier traditionnel, peut-être avec le neuf, va vous permettre de faire du chiffre d'affaires, encore une fois, additionnel. Hein. On ne vous demande pas de faire que du neuf, non, bien sûr que non.
Après, si vous voulez, ben, libre à vous. Mais bon, voilà, on est là vraiment pour vous aider. Posez les questions que vous souhaitez sur le chat si vous avez encore une fois des sujets abordés. Brice a mis son téléphone, Rudy a mis aussi son téléphone. Donc, on ne va pas couper la session complètement. Sachez qu'encore une fois qu'elle est enregistrée, que vous pourrez y accéder librement et à volonté avec grand plaisir. On est là vraiment pour tous se tenir la main et s'aider dans cette période qui est assez compliquée pour tous. Et il ne faut pas croire tous ceux qui disent ouais, je casse la baraque, je fais 5 ventes par mois, etc. Bon, voilà. On est tous d'accord. Il y a beaucoup de comment dirais-je, d'ego surdimensionné dans ce métier ce métier immobilier. Donc encore une fois, n'hésitez pas à contacter Brice ou Rudy. Le site DCI, vous avez pas mal de programmes qui sont en ligne. C'est tous les programmes que l'on peut avoir et qui vont vous aider. Il y a les plaquettes, il y a les plans. C'est libre d'accès pour l'instant, parce qu'a priori, ça risque de changer. Donc, profitez-en, c'est libre d'accès. Vous pouvez télécharger les plaquettes, les plans et peut-être même les contrats. Donc, voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. En tout cas, très bonne journée à tous. Et on s'accroche, prospection, pige, et on va sur DCI pour regarder ce qu'il y a de disponible près de chez vous, près de vos clients, et même au-delà, puisque c'est sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Merci à tous, bonne journée, et surtout bonne vente à tous. Merci. À bientôt, Merci à à jeudi tous. prochain. Merci à vous et à bientôt.